Savez-vous quel est le premier médium sous l'Ancien Régime de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle? On parle beaucoup de la civilisation du livre, bien évidemment, et les historiens ont beaucoup travaillé sur le sujet ces 50 dernières années. Pour autant, il y a un autre phénomène dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui est peut-être encore plus important dans un monde où l'alphabétisation grandit petit à petit, c'est celui des images et celui des estampes. Des estampes, il y en a été produit par millions au cours des 3 siècles dont je vais parler. On en conserve encore aujourd'hui énormément dans les musées, dans les bibliothèques, et on peut encore y avoir accès de manière aisée. Pour prendre un simple exemple que je connais bien, avez-vous une idée de combien d'estampes on peut consulter à la Bibliothèque nationale de France actuellement, qui est le descendant de la Bibliothèque royale? Pour vous donner une idée, il y a au Louvre 35 000 objets qui sont mis à disposition des visiteurs. Alors le département des estampes, est-ce qu'on pense que c'est autant que le Louvre? Est-ce que c'est 2 Louvres, 3 Louvres? Ben non, c'est 50 Louvres qui sont conservés au sein du département des estampes. Juste pour donner une idée de l'importance de ce phénomène à cette époque et de la masse de documents face auxquels on se retrouve quand on travaille sur un sujet tel que la gravure ancienne. Le problème qui se pose quand on s'intéresse à ce sujet, c'est que l'estampe ne fait plus partie de notre paysage culturel. Qui est-ce qui sait encore ce qu'est une estampe? Peut-être que vous ne le savez pas, et justement je vais venir sur ce sujet. En tout cas, ça ne fait pas partie des objets qu'on voit dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une source habituelle, même pour un historien qui est plus habitué aux livres, aux documents d'archives, ou pour un historien de l'art qui est plus habitué à la peinture, à la sculpture. C'est donc un phénomène majeur qui a été plus ou moins oublié, ou en tout cas qui a besoin d'une nouvelle approche pour réussir à faire la part des choses et à lui donner toute l'importance qu'il avait d'un point de vue culturel à cette époque-là. D'autant plus que la réalité de l'estampe a été très largement obscurci par un certain nombre de nouveaux médias qui se sont développés au cours des 19e et des 20e siècles, et on a tendance à ne l'aborder qu'à l'aune de ce qu'on connaît de la photographie, de la télévision, ce qui ne permet pas de comprendre certains phénomènes. De manière assez paradoxale, c'est finalement peut-être l'arrivée d'Internet qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est une estampe, dans la mesure où cette très très grande variété d'images pour tous les sujets, toutes les pratiques qui se diffusait à cette époque-là est finalement assez proche de l'abondance d'images que l'on peut trouver sur les réseaux aujourd'hui. La première chose peut-être que je vais faire pour parler de ces estampes anciennes, c'est revenir sur ce qu'est une estampe. C'est un mot qu'on a tous entendu sans forcément bien savoir ce que c'est. Et quand on parle à des visiteurs dans les expositions, tous ces mots sur les documents anciens, une estampe, une gravure, une lithographie, une enluminure, tout se mélange un petit peu et c'est pas forcément clair. Alors, une estampe, c'est pourtant quelque chose qui est assez facile à comprendre, même si c'est à côté un petit peu technique. C'est tout simplement une image qui est imprimée. C'est un objet qui du coup s'est développé en même temps que le livre imprimé à partir du XVe siècle, même s'il existe quelques exemples un petit peu plus anciens, et qui va faire appel à différentes techniques sur lesquelles je vais revenir rapidement ici, histoire de bien mettre les choses au clair. Une estampe, donc, on part de ce qu'on appelle une matrice. Une estampe est donc liée à la gravure, c'est-à-dire que nous allons prendre une matrice, c'est-à-dire une plaque en bois ou en cuivre, et on va inciser cette matrice pour ensuite ancrer, mettre de l'encre sur cette matrice, la faire passer sous une presse, et ainsi obtenir l'image de cette gravure sur généralement du papier, parfois du tissu, qui est reproductible à un très grand nombre d'exemplaires. Donc on voit déjà le gros avantage des estampes, c'est que ça permet, et c'est le seul moyen de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, de produire une image à un très grand nombre d'exemplaires qui va être ensuite distribuable, vendable, et qui finalement va créer tout un environnement culturel qui est majeur à cette époque-là.
On voit aussi la raison pour laquelle c'est difficilement compréhensible dans le cadre de l'histoire de l'art telle qu'elle se vit pour la plupart d'entre nous. L'histoire de l'art est souvent fondée sur l'unique, sur le caractère exceptionnel. Là, on parle au contraire d'un phénomène de masse qui aura un côté artistique sur lequel je vais revenir, mais qui dépasse très largement ce côté artistique pour simplement produire des images pour de très nombreux usages. Je vous ai dit qu'il y avait différentes techniques qui existent. Je vais rapidement un petit peu expliquer en quoi elles consistent. La première de ces techniques est donc la gravure sur bois. La gravure sur bois est la plus ancienne. On possède, pour le côté occidental, puisque la gravure existe également en Asie, mais c'est un tout autre sujet que je n'aborderai pas. Pour l'Occident, donc, on possède un bois gravé qui date de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle, qui est conservé au département des estampes de la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle le bois Prota. Mais c'est une technique qui se développe surtout au cours du XVe et surtout du XVIe siècle, qui est lié à un artisanat qui n'est pas l'artisanat le plus élevé, si on peut dire. C'est-à-dire que les gravures sur bois ont d'abord servi à imprimer des étoffes, des ornements pour les autels dans les églises, et c'est finalement lié à un petit artisanat, et il va falloir attendre presque le début du XVIe siècle pour que des grands maîtres, en particulier Albrecht Dürer dans le monde germanique, commence à pratiquer cette gravure sur bois avec des capacités techniques et artistiques très élevées, et qu'on commence à avoir un début de reconnaissance de cette technique. Des gravures sur bois, vous en avez tous vu. Un exemple que vous pouvez voir actuellement à l'écran, c'est justement le rhinocéros d'Albrecht Dürer, qui donc montre qu'il y a une certaine diversité aussi des motifs qui sont gravés, puisque on part... Il y a de manière générale énormément d'estampes sur bois qui sont religieuses et qui servent finalement à un usage de spiritualité personnelle, mais que très rapidement les sujets vont se diversifier, et ce rhinocéros très célèbre fait partie de cette diversification, même si ce ne sont jamais les sujets très élevés, les sujets les plus artistiques qui vont être gravés sur bois, puisque tout au long de notre période jusqu'au XIXe siècle, ça restera finalement une gravure de seconde importance. Peu de grands maîtres vont la pratiquer, elle va presque disparaître au cours du XVIIe siècle, et si au cours du XVIIIe siècle en France, quelques aficionados de la gravure sur bois, tels que Jean-Michel Papillon en particulier, qui est l'auteur d'un traité, va essayer de faire vivre un renouveau à la gravure sur bois, elle n'aura jamais une très grande importance. En revanche, la seconde technique qui existe, ça va être la gravure sur cuivre, qui elle-même se sépare en différentes techniques. La gravure sur cuivre est vraiment la technique reine sous l'Ancien Régime. À chaque fois que nous verrons une belle estampe, que ce soit une estampe en feuille, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui se vendait vraiment feuille par feuille avec un sujet artistique ou non, ou des illustrations dans un livre, ce sera généralement de la gravure sur cuivre qui, elle, a dès le début un côté plus relevé, dans la mesure où la gravure sur cuivre naît dans le milieu de l'orfèvrerie, qui fait partie de l'aristocratie de l'artisanat, qui est... les orfèvres font partie des artisans les plus reconnus, ceux qui ont le plus de moyens, et donc la gravure sur cuivre a un côté classe dès le début de notre période. Le principe de la gravure sur cuivre au burin est tout simplement que l'on a un burin, donc un outil extrêmement tranchant qui va permettre d'inciser sa plaque, et c'est une technique qui est en fait très différente de celle sur bois, dans la mesure où dans la gravure sur bois, on va faire sauter les parties qui ne sont pas le motif que l'on représente, l'encre va être sur ce qu'on laisse, alors que dans la gravure sur cuivre, au burin particulièrement, on va inciser les traits qui vont être imprimés et où l'encre va venir se mettre quand on aura ancré notre plaque.
La seconde technique de la gravure sur cuivre fait partie des évolutions que l'on connaît au cours de notre période. Il faut être bien conscient que la gravure est un phénomène culturel général, mais qu'en permanence il y a des innovations, des recherches, et en particulier au cours du XVIe et du XVIIe siècle, on va chercher des nouvelles techniques qui vont permettre de résoudre certains problèmes techniques. L'un de ces problèmes était de quelle manière réussir à obtenir une technique qui permette plus de liberté pour finalement faire une estampe qui permette à des non-graveurs de réaliser des estampes et de faire des estampes plus libres qui se rapprochent plus de ce qu'un dessinateur pourrait faire sur un papier. Et pour ça, une des premières réponses, ça a été l'eau forte. L'eau forte est également une technique de gravure sur cuivre, mais de manière indirecte, c'est-à-dire que ce n'est pas vous directement qui allez graver la plaque, mais vous allez mettre sur votre plaque un vernis, d'abord un vernis mou, puis à partir du XVIIe siècle de Jacques Callot un vernis plus dur, que vous allez inciser. Et donc vous allez graver non plus dans du cuivre extrêmement dur, mais dans un vernis qui va vous donner plus de liberté dans votre mouvement. Et une fois que vous avez réalisé votre motif, vous allez ensuite plonger la plaque dans un acide, dans un bain, qui va inciser, mordre cette plaque aux endroits où vous l'avez fait apparaître par votre trait et qui va, votre plaque va rester intacte aux endroits où le vernis la protège encore. Et de cette manière-là, on va avoir un motif qui est réalisé donc avec cet intermédiaire de l'acide qui vous donne une plus grande liberté. Je parlais du vernis mou et du vernis dur. L'eau forte est réalisée, elle encore, dès le XVIe siècle et vous pouvez voir ici un exemple d'une estampe au vernis mou d'Albrecht Dürer aussi. Et à partir du XVIIe siècle, Jacques Callot, donc graveur lorrain, qui est allé travailler ensuite en Italie, qui a été graveur du duc de Toscane, va mettre au point la technique du vernis dur qui va permettre beaucoup plus de finesse dans les traits et en particulier en jouant sur la durée des bains dans l'acide, de réaliser des traits plus ou moins gris, plus ou moins noirs, plus ou moins marqués ou pas, et donc jouer sur ces différents niveaux de traits pour faire apparaître toute une richesse de motifs qu'on ne pouvait pas obtenir avec le burin seul ou avec le vernis mou. Je vous présente ces techniques de manière pure et en essayant d'être à peu près simple, mais il faut être conscient que toutes ces techniques peuvent éventuellement se mélanger. Un exemple que vous pouvez voir actuellement, c'est à partir de la fin du XVIIe siècle et surtout au cours du XVIIIe, on a tendance à mélanger l'eau forte et le burin avec une préparation à l'eau forte qui est réalisée, donc comme dans cette estampe d'après Watteau, qui permet, comme je disais, une très grande liberté dans la manière dont on pose son motif sur sa plaque, et ensuite le burin qui intervient, qui peut éventuellement être réalisé par un deuxième graveur et qui va permettre de donner plus de force à certains traits. Toutes ces techniques étaient réalisées dans des ateliers, comme vous pouvez le voir sur cette estampe qui est montrée là, qui date de l'extrême fin du XVIIe siècle. Et on voit ainsi dans un atelier une personne qui est en train de graver avec un burin, une personne qui est en train de faire passer de l'eau forte qu'il possède dans un broc sur une plaque qui a donc été préalablement vernie puis gravée, et une personne qui est en train visiblement de reporter le dessin sur sa plaque, puisque avant même de graver, il faut savoir ce que l'on va graver, et donc il y a la réalisation d'un dessin préparatoire qui va être reporté sur la plaque avant d'être incisé. Quelle différence entre ces techniques en dehors des possibilités artistiques qui sont proposées par telle ou telle de ces techniques, c'est aussi une question de tirage. C'est-à-dire qu'en fonction du cuivre qui est utilisé et de la profondeur des traits, vous allez avoir la possibilité de tirer un plus ou moins grand nombre d'épreuves et donc de diffuser votre estampe à un plus ou moins grand nombre d'exemplaires.
Sous l'Ancien Régime, une gravure au burin peut être tirée de manière très bonne à environ 2000 exemplaires. Si on est moins regardant sur la qualité, on peut monter à 5000 voire à 10 000 exemplaires. Une gravure à l'eau forte va avoir des traits qui sont moins marqués et qui souvent sont plus fins dans leur approche et va permettre un moins grand nombre d'exemplaires. On va être de quelques centaines à quelques milliers d'exemplaires. Le grand maximum étant la gravure sur bois, et c'est l'un de ses grands avantages, qui est extrêmement dur et extrêmement durable et qui va permettre de tirer plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Un exemple est justement pris par ce Jean-Michel Papillon, qui est donc le héros de la gravure sur bois au XVIIIe siècle, qui a réalisé des petites gravures sur bois pour le Mercure de France, donc ce périodique littéraire du XVIIIe siècle qui était tiré à des milliers d'exemplaires chaque mois pendant plusieurs dizaines d'années. Et Jean-Michel Papillon se vante en faisant ses compte que certains de ces fleurons ou de ces culs de lampe, donc les petites gravures sur bois qui sont juste faites pour faire joli dans un livre, ont été tirées à plus de 500 000 exemplaires et qu'elles sortent encore comme au plus beau jour. Donc elles sont véritablement extrêmement durables et peu coûteuses à faire, ce qui est très important dans le fait qu'elles soient encore utilisées, en particulier dans le monde du livre. L'ensemble de ces techniques s'est développé en Europe, donc dans un premier temps essentiellement autour de trois pôles qui sont l'Italie d'une part, la vallée du Rhin et l'Allemagne de manière générale d'autre part, et enfin les Pays-Bas, avant que des nouveaux pôles apparaissent, en particulier Paris et la France à partir du XVIIe siècle, l'Angleterre au cours du XVIIIe siècle, et avec sans cesse, comme je disais, des nouvelles innovations, puisque j'ai simplifié en présentant les grandes techniques, mais au cours du XVIIIe siècle, on invente encore la manière noire dès le XVIIe siècle, l'aquatinte, et un certain nombre de nouvelles techniques qui en fait font partie d'une évolution qui ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire que je m'arrête en ce qui me concerne à la fin de l'Ancien Régime, mais il faut bien voir que ce que je considère ici comme une rupture qui va être l'invention de la lithographie à l'extrême fin du XVIIIe et au début du XIXe, puis l'invention de la photographie au cours du XIXe siècle, font partie intégrante de cette évolution qui a lieu petit à petit, à tel point que les premiers photographes au cours du XIXe siècle donnent leur première photographie à la Bibliothèque nationale dans le cadre du dépôt légal qui existait, c'est-à-dire qu'ils les considèrent comme si c'était des estampes à cette époque-là. Et le département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale s'appelle ainsi parce qu'il n'y a aucune solution de continuité entre le phénomène de l'estampe et le phénomène de la photographie. La seule rupture qui existera sera dans la manière dont finalement un nouvel esprit va apparaître avec la capacité à produire des images de manière mécanique qui ne donnera plus la même sensibilité à ces images qu'à l'époque où on était dans un monde artisanal dont je parle là. Ces innovations ont lieu pour combler un marché qui est très important, et vous voyez que je vous ai parlé de la gravure pour vous expliquer en quoi ça consiste, mais j'ai commencé à parler du fait que pour graver, on se fonde sur un dessin, que ce dessin parfois va être imité d'une peinture, que vous vous rendez bien compte que si on parle de marché, une fois que l'on a gravé, il y a quelqu'un qui a commandé cette estampe, et on va parler d'éditeur, qu'il y a quelqu'un qui va ensuite vendre cette estampe, et on va parler de marchand, et qu'il y a finalement tout un monde qui va se mettre en place autour de cette production et qui va faire de ces estampes pas seulement une question artistique, visuelle, mais véritablement un phénomène de société à cette époque, et c'est ces différents rôles que je voudrais aborder maintenant. On parle donc d'un phénomène global qui est un projet de société qui va intégrer un très grand nombre de personnes, ce qui fait que la production des estampes à cette époque-là est plus proche, si on veut faire des comparaisons anachroniques mais qui peuvent être éclairantes, des industries culturelles actuelles, avec un très grand nombre de personnes qui, pour certaines, ont une activité artistique, pour d'autres artisanale, pour d'autres purement
commerciales ou qui sont juste, qui amènent certains fonds, ce qui amène des capacités. On sera plus proche finalement des industries culturelles que de l'art tel qu'on l'imagine sous une influence du 19e siècle, du génie solitaire qui va créer seul dans son atelier. Le premier rôle que je vais mettre en valeur est bien évidemment le rôle du graveur. Qui est graveur à cette époque-là? Eh bien finalement un petit peu tout le monde. Et là encore, il va falloir un petit peu regarder de manière précise de quelle manière on devient graveur et pourquoi est-ce qu'on l'est, parce que c'est un phénomène qui est lui-même complexe. C'est un phénomène de société, comme je l'ai dit, ce qui veut dire que chacun va finalement être un petit peu graveur en amateur, tout simplement parce que ça se fait de graver à cette époque-là. Je vous montre là une estampe qui est réalisée par Louis XIV, donc le roi de France, comme tous les princes, comme tous les nobles, apprend à graver, et ça fait partie de l'éducation normale d'une personne de bonne famille sous l'Ancien Régime, d'apprendre à graver. Et on possède encore dans les musées, dans les cabinets d'estampes, des estampes faites par des amateurs pour le plaisir, distribuées à leurs proches, ou dans le cadre de certains amateurs qui vont plus loin et qui se piquent d'être historiens, d'être antiquaires, comme on disait à cette époque-là, une production qui parfois est plus importante et qui donne lieu à une véritable œuvre, comme par exemple celle du comte de Caylus en France. Vous avez ensuite une très grande diversité chez les artistes professionnels. Certains vont être des professionnels le temps d'une estampe, d'une série, d'une commande qui leur est faite, et d'autres vont en faire un véritable métier et graveront pendant leur vie entière en se faisant une spécialité de cette gravure. C'est d'autant plus facile de s'improviser graveur quand on pratique l'eau forte, alors que la gravure au burin va, elle, demander un apprentissage plus long. Dans certains cas, certains graveurs au burin ne vont graver que pour quelques pièces. Je vous montre là le cas d'un orfèvre qui vivait dans la ville de Besançon à la fin du XVIIe siècle, qui va donc avoir comme métier premier l'orfèvrerie et qui va produire tout un tas d'objets que l'on trouve encore dans les églises de Franche-Comté, mais qui, quand on a besoin d'une image, que ce soit pour un livre ou parce qu'il y a un besoin particulier de la ville de Besançon, d'un mécène ou du camp lui-même veut faire paraître une image assez frais, va graver, et donc on a des graveurs qui sont professionnels mais sans que ce soit leur activité principale. Et enfin, on a des graveurs qui véritablement en font leur activité principale. C'est eux qu'on trouve le plus souvent dans les catalogues des estampes qu'on peut trouver dans les musées, les institutions culturelles, mais qui ne sont pas forcément les plus célèbres dans la mesure où, que ce soit sous l'Ancien Régime ou que ce soit actuellement, l'estampe a toujours été un médium vu comme moins prestigieux que la peinture ou que d'autres médiums, et donc qui finalement ne sont pas des noms très célèbres en dehors des amateurs, que l'on parle de Claude Mellan, de Robert Nanteuil, de Gérard Audran, qui pour les spécistes de gravure font partie des tout meilleurs graveurs en France au XVIIe siècle, mais qui n'ont pas toujours atteint les oreilles des étudiants en histoire de l'art ou du grand public qui s'intéresse à cette période. Certains artistes qui pratiquent d'autres médiums s'essaient eux-mêmes à la gravure, souvent à l'eau forte, et dans un certain nombre de cas, même s'ils ne gravent pas eux-mêmes, ils comprennent en tout cas tout l'intérêt de la gravure et ils sont en relation avec des graveurs professionnels qui vont avoir pour but de produire des gravures à partir des peintures ou plus rarement des sculptures dont ils sont les auteurs, créant de véritables ateliers autour d'eux. C'est un phénomène qui existe tout au long de notre période avec certains qui le font de manière extrêmement organisée, en particulier Rubens au cours du XVIIe siècle confie de manière presque systématique ses œuvres à des graveurs afin qu'ils les reproduisent par la gravure.
À l'inverse, certains ne le font pas, soit parce qu'ils n'ont pas les réseaux pour le faire, parce qu'ils vivent dans des endroits où il n'y a pas une bonne école de gravure à disposition, ou parce qu'ils n'y pensent pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a une influence directe sur la capacité de l'histoire de l'art à se souvenir d'eux. C'est-à-dire que, pour donner un exemple spectaculaire, Georges de la Tour n'a jamais fait graver ses toiles, et ça va entraîner un manque dans la reconnaissance de la postérité à son égard, si bien qu'il va falloir, au XIXe et au XXe siècle, redécouvrir son œuvre qui avait été oubliée, alors que certaines personnes qui avaient été extrêmement jalouses de leur postérité, en s'assurant que des estampes puissent circuler qui chantaient leur louange et leur capacité à produire des œuvres originales, techniquement très belles, vont pouvoir être reconnues en permanence et on va pouvoir se souvenir d'eux jusqu'à nos jours. L'expansion massive de ce commerce au cours de la période va permettre, comme je l'ai dit, l'apparition de nouveaux centres comme celui de Paris, mais va aussi permettre une spécialisation de certains métiers, et on va voir une capacité à se spécialiser dans la production de certaines estampes. En particulier, on va voir apparaître des nouveaux professionnels qui vont mettre en valeur ces estampes et les diffuser. Le premier de ces métiers autour de l'estampe est celui des imprimeurs. Alors là encore, je vous montre une très belle estampe qui est célèbre des gens qui s'intéressent à ce phénomène, qui est de Abraham Boss. Donc là, on se situe dans la première moitié du XVIIe siècle, où on voit en quoi consiste le travail de ces imprimeurs, qui à partir d'une presse spécialisée, une presse pour la taille douce, vont prendre une plaque, ancrer cette plaque et ensuite poser une feuille de papier préalablement humidifiée sur cette plaque, la faire passer sous la presse et ensuite, comme on peut le voir à l'arrière de cette estampe, faire sécher ces épreuves et ensuite être capable de les amener aux marchands qui vont ensuite les vendre. Un autre métier est celui des éditeurs. Et ces éditeurs se développent surtout à partir du XVIe siècle, où on voit apparaître certaines grandes officines avec des éditeurs qui vont être des personnages dans leur ville et souvent faire fortune. On peut penser à Hieronymus Koch à Anvers, Lanfréry à Rome. Il y a certains grands noms comme ça qui interviennent et qui vont être des grands personnages en relation avec les éditeurs de livres. Donc Koch est en relation avec Plantin à Anvers, et c'est finalement tout un monde bourgeois qui se développe à cette époque-là. Les éditeurs ne sont cependant pas obligatoires. C'est encore un lien que l'on peut faire avec ce qui se développe aujourd'hui sur Internet, où quand certains graveurs sont suffisamment reconnus et qu'ils ont accès au marché de manière directe par leur prestige, en étant capables de trouver des mécènes, des acheteurs de manière directe, certains de ces graveurs vont se passer d'éditeurs ou finalement être leur propre éditeur. Un exemple va être celui de Robert Nanteuil dans la France du XVIIe siècle, donc l'un des plus grands portraitistes. Les grands personnages viennent directement le voir pour se faire portraiturer, et donc il n'y a aucun avantage pour lui à passer par un éditeur qui prendrait une partie des revenus. Robert Nanteuil va donc éditer directement ses estampes. Les éditeurs sont avant tout le propriétaire de la plaque, ce qui est très important puisqu'il y a toujours la possibilité de tirer des nouvelles épreuves à partir du moment où on est le propriétaire de cette plaque, et donc les plaques vont elles-mêmes se revendre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs éditeurs pour une même estampe, avec certaines qui dans un premier temps vont être éditées par un éditeur A et d'autres par un éditeur B, créant ce qu'on appelle différents états, c'est-à-dire différents tirages avec des différences mineures, donc là le nom de l'éditeur qui change, entre deux épreuves de la même estampe. Bien évidemment, ces éditeurs travaillent pour gagner leur vie. Des travaux ont eu lieu pour essayer de comprendre un petit peu comment se passait ce phénomène et où était leur modèle économique. On manque souvent d'archives pour comprendre de quelle manière ça se passe. Il y a une très grande diversité des modèles
modèle économique en fonction de la qualité des estampes, du public auquel on s'adresse, avec des estampes populaires qui sont vendues pour quelques sous et des très belles estampes de prestige qui coûteront plusieurs livres. Mais de manière générale, un éditeur réussit à rentrer dans ses frais à partir d'un tirage de quelques centaines à quelques milliers d'exemplaires grand maximum, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a vendu, disons, le quart ou la moitié de son tirage, il va rentrer dans ses frais, ce qui permet à certains grands éditeurs d'être des personnages importants qui ont une fortune personnelle non négligeable, mais pour autant, ils ne sont pas au même niveau que les grands éditeurs de livres. En tout cas, dans la France du XVIIe siècle, un grand éditeur de livres, un grand imprimeur libraire va être quelqu'un d'extrêmement riche, les éditeurs d'estampes beaucoup moins. L'étape suivante est celle du commerce de ces estampes. Les éditeurs vont ensuite écouler leurs estampes par l'intermédiaire de réseaux qui ont un caractère international très rapidement, puisque des échanges d'estampes ont lieu. Il y a tout un marché local qui existe, mais ensuite des échanges au niveau européen et international jusque dans le Nouveau Monde pour certaines estampes. Là encore, avec une très grande diversité des marchands spécialisés qui, pour le Paris du XVIIe siècle, vont se trouver rue Saint-Jacques, où toutes les officines d'estampes se trouvent les unes après les autres, et des grands marchands qui sont eux-mêmes souvent des éditeurs et qui parfois sont eux-mêmes graveurs. À l'autre bout de la chaîne de ces marchands, on trouve jusqu'à des colporteurs qui traversent les campagnes françaises en ayant juste quelques estampes populaires, quelques almanachs qui vont pouvoir être achetés dans les villages. On a donc une grande diversité de ces marchands qui finalement s'élèvent socialement au fur et à mesure de la période, puisque même les grands marchands sont, en tout cas pour la France, encore tenus dans un relatif mépris au cours du XVIIe siècle, mais qu'au cours du XVIIIe, on voit apparaître des très grands marchands comme Bazan, comme Mariette, qui vont être reconnus au sein de la société de cette époque-là et qui vont, d'un point de vue intellectuel, être souvent les producteurs des premiers catalogues, des premiers travaux que l'on considère comme scientifiques sur les estampes au cours du XVIIIe siècle. On voit à travers la rapide évocation de ces différents thèmes que cette production des estampes oscille finalement entre un monde artistique, un monde intellectuel, un monde de l'artisanat, un monde du commerce, et qui a finalement une très grande ambiguïté, mais aussi une très grande richesse dans cette production et ce microcosme qui existe au sein de chaque ville et qui se diffuse au sein des différents pays. Cette ambiguïté du statut de l'estampe et de tout ce petit monde va nous permettre d'aborder certains enjeux qui, pour certains, ont été vus dès la période dont on parle. En particulier, derrière la capacité à contrôler ce commerce, il y a des questions de richesse et des questions de pouvoir qui vont faire que le pouvoir royal, le pouvoir politique, va s'intéresser aux estampes à cette période. On vit au cours du XVIIe siècle une période où se développe ce qu'on appelle le mercantilisme, c'est-à-dire l'idée qu'il est important pour un pays de créer de la richesse dans ses frontières et au maximum de capitaliser sur cette richesse et de ne pas en perdre par des importations extérieures. Et finalement, le développement de certaines écoles de gravure va être directement lié à ce mercantilisme. Au-delà, en France, on pousse ces conséquences jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand je parlais des éditeurs d'estampes, je parlais des éditeurs privés qui sont l'immense majorité de ces éditeurs, mais prenant acte de cette importance de l'estampe pour un pays, le pouvoir royal lui-même va se faire éditeur. Et on voit ainsi Louis XIV et Colbert créer ce qu'on appelle le cabinet du roi, qui est finalement le fait pour le pouvoir royal français, dans les années 1660, de se faire éditeur de certaines estampes, de faire travailler à son profit les meilleurs graveurs
avec pour volonté de chanter les louanges du roi, les questions de représentation du pouvoir royal que je vais pouvoir aborder tout de suite, mais aussi de montrer toute l'importance de l'école artistique française et donc finalement de mettre en valeur un pays, ce qui fonctionnera très bien puisque si la culture française, si Versailles, si les meilleurs peintres de cette époque-là font rêver l'Europe entière et sont copiés dans l'Europe entière, c'est très largement grâce à ces estampes et en particulier grâce au cabinet du roi qui a pu les faire connaître dans d'autres pays. Je vais justement aborder maintenant les usages de ces estampes et essayer de comprendre un petit peu, maintenant qu'on a vu comment on les produit et qui est-ce qui les produit, qu'est-ce qu'on en fait et finalement à quoi sert une estampe à cette époque-là. Et c'est une question qui est très intéressante parce que la réponse va être à la fois extrêmement floue et extrêmement riche, c'est-à-dire qu'une estampe sert à tout et on va aller comme ça à travers certains usages qui vont nous permettre de souligner certains enjeux de l'image sous l'Ancien Régime. Les usages de ces images sont donc multiples et je disais que les images circulent énormément dans l'Europe entière. Ce qui est intéressant, c'est que un des premiers enjeux de ces images, ça va être la création d'une culture visuelle dans l'Europe de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que ces images, en circulant, en étant copiées, vont faire appel à un réservoir commun d'iconographie, à une capacité à comprendre certains mythes en se fondant sur la religion, sur certains thèmes qui sont repris. Et donc finalement, la culture européenne va très largement se fonder et s'unifier sur ce partage des images à cette époque-là. De quoi parlaient ces images? Alors, la première chose à laquelle on pense, et j'ai déjà parlé de toute l'ambiguïté de cette approche, c'est les arts, bien évidemment, ne serait-ce que parce que actuellement, quand on voit une estampe, c'est souvent dans une exposition, ce qui est à la fois trompeur et à la fois représentatif d'un usage qui existait, parce que les estampes, en effet, constituent des modèles pour les artistes. Et je vous ai dit que les artistes demandent souvent que des estampes soient réalisées d'après leur toile. S'ils ne le demandent pas, c'est parfois des graveurs eux-mêmes qui voient un thème qui va donner lieu à un marché et qui donc vont le faire de leur propre chef. Et donc les estampes artistiques sont une vraie réalité en ayant conscience que c'est justement elles qui diffusent avant tout la peinture. Quand un peintre néerlandais a connaissance des peintures de Poussin, ce n'est pas parce qu'il a vu une peinture de Poussin qui se trouve dans une église à Rome ou qui se trouve chez un duc français, mais c'est parce qu'il a vu des estampes qui lui permettent de savoir à quoi ressemble une peinture de Poussin. Je vous montre un exemple là qui est précisément une estampe de Poussin donc en couleur, l'équivalent qui est rendu par une gravure donc, sur cuivre, par un burin, et qui donc va permettre d'avoir une bonne idée de ce à quoi ressemblait cette peinture, tout en étant conscient qu'une des limitations de l'estampe va être bien évidemment le fait qu'elle est en noir et blanc. Ça explique que la plupart des peintres de cette époque aient des collections d'estampes très importantes et il y a de très nombreux travaux des historiens de l'art pour justement déterminer en quoi consistaient ces collections qui permettent de comprendre de quoi se nourrissait un esprit d'un artiste à cette époque-là. Et ce qui est amusant, c'est qu'il peut y avoir certaines incompréhensions. Une anecdote au sujet de ces incompréhensions qui nous sort de cette période mais qui est exactement le même problème est Rachmaninov qui va composer une pièce de musique sur l'île des morts, donc un tableau de Böcklin, un romantique allemand,
qu'il n'a jamais vu et qu'il ne connaît que par une estampe qui représente ce tableau. Et Rachmaninov va dire un petit peu plus tard, quand il aura vu le tableau, qu'il est extrêmement déçu par le tableau et qu'il ne voyait pas du tout les couleurs comme ça, et que s'il avait vu le tableau, il n'aurait jamais composé sur ce thème, l'estampe lui plaisait énormément, ce qui n'est pas le cas du tableau. Donc on voit à la fois les limites et les intérêts des estampes pour diffuser l'art à cette époque-là. Le fait qu'il y ait des estampes qui se diffusent d'après les tableaux vont donner à certains artistes un statut véritablement de star, y compris dans des endroits où ils ne se sont jamais rendus par eux-mêmes. On a ainsi les témoignages autour de Rolsus, qui est un graveur et peintre de la fin du XVIe siècle néerlandais, qui, quand il arrive à l'étranger, est reconnu par ses alter-ego, mais même par des amateurs, et qui a un véritable statut de star uniquement parce que, avant qu'il se rende sur place, des estampes signées par lui ou d'après ses œuvres l'ont précédé et que ça lui permet d'avoir une certaine reconnaissance. Et ce fait est pris en compte par les artistes qui du coup vont demander à des graveurs de les mettre en valeur, et on a ainsi des associations extrêmement proches. Un exemple qui est assez spectaculaire est celui de Nicodème Tessin le Jeune, qui est un architecte qui va travailler pour le roi de Suède, la Suède étant à cette époque-là un petit peu excentrée, et donc un endroit où il n'y a pas encore d'école de gravure locale. Et donc Nicodème Tessin va partir directement avec un graveur français pour que, quand il crée des bâtiments, il y ait un graveur capable de rendre compte et de diffuser ses créations ailleurs en Europe pour qu'elles ne se limitent pas à la Suède où il officie. Au-delà des arts, je disais que les usages sont multiples, parfois de manière extrêmement pratique. Un usage qui est souvent oublié, mais qui est absolument fondamental dans le développement de la civilisation européenne, est celui dans le cadre des sciences. Parce que les sciences ont besoin de représentation, et donc les sciences, que ce soit en tant que telles, en feuilles ou dans les livres, font appel à un très grand nombre d'estampes qui vont permettre, là aussi, d'une part de visualiser et de stabiliser la manière dont on représente certains phénomènes, mais tout simplement de faire comprendre certaines explications autrement que par des phrases à rallonge, comme il existait dans les traités au cours du XVIe siècle, du XVIIe siècle encore. On a donc des estampes, comme vous voyez là, qui sont extrêmement simples, qui sont juste quelques figures mathématiques qui permettent de suivre un raisonnement, mais au-delà des représentations extrêmement précises qui vont faire appel à des graveurs de grand talent pour représenter certains phénomènes, comme par exemple ce que vous voyez là, qui sont les premières représentations de la Lune avec ses cratères, qui sont gravées par Claude Mellan en lien avec le développement des lunettes astronomiques au cours du XVIIe siècle, ou d'autres exemples, par exemple en lien avec la médecine, où le développement de la connaissance du corps humain va se fonder sur des estampes qui ont certaines particularités, puisque le but va être, comme vous le voyez là, de superposer les différentes couches du corps humain avec la peau, les os, les organes internes, et donc on va inventer pour ces usages des types d'estampes bien particulières, et on va y compris avoir recours, comme vous voyez, au découpage, au collage, et ainsi pouvoir s'adapter aux besoins qui existent dans un petit monde, sachant qu'on parle du coup là d'un public qui est extrêmement spécialisé, mais qui a une importance toute particulière dans le développement de la culture européenne à cette époque. Bien évidemment, le sujet premier qui est celui de la religion va demeurer tout au long de notre période. C'était un des premiers sujets traités par l'estampe, et ça demeure le principal sujet au cours du XVIIe siècle, avec une très très grande diversité des pièces, des toutes petites estampes de dévotion comme je vous montre là, que l'on pouvait avoir sur soi ou que l'on mettait
dans un livre pour être protégé par son saint patron ou pouvoir prier la Vierge chez soi, jusqu'à des estampes de très grande taille, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on voit là est une estampe française d'après un modèle italien par Titien, qui fait donc 4 mètres de long, et vous voyez que nous sommes en train de la dérouler, mais que c'est une estampe qu'on voit rarement dans des expositions et même qu'on peut rarement voir en se rendant dans un cabinet, tout simplement pour des questions de taille, mais qui montrent toute la diversité à la fois des usages et du coup de la forme de ces estampes. Ces usages vont amener à la spécialisation de certains graveurs et de certains éditeurs avec des thèmes nouveaux qui apparaissent au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle pour répondre à une demande du public sur certains thèmes. Les estampes de mode, qui est un type d'estampe extrêmement particulier, qui va être essentiellement produit en France avec des copies en Europe à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, qui ont un côté mondain qui pourrait, là encore de manière anachronique, nous rapprocher des journaux féminins ou des journaux people aujourd'hui, dont le but est de montrer quels sont les habits à la mode dans les sphères élevées de la société, en montrant soit des personnes dont il n'est pas précisé l'identité, soit au fur et à mesure, de plus en plus, en attribuant cette représentation à un personnage de cour qui n'est pas forcément réellement la personne représentée, mais parce que tout simplement, il est bon d'un point de vue marketing de faire penser aux gens qu'ils s'habillent comme telle duchesse qui va se trouver à la cour de Louis XIV. Une autre spécialisation très importante est celle des modèles pour les arts décoratifs. C'est là encore un thème qui est extrêmement recherché avant tout par un marché de personnes qui vont en avoir besoin d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire les artisans vont acheter des modèles de cheminées, comme vous voyez là, des modèles de gravure sur arme à feu, des modèles d'orfèvrerie, parce qu'ils vont avoir ainsi des idées de ce qu'ils vont pouvoir réaliser eux-mêmes en tant qu'artisans et de ce qui est à la mode dans les endroits qui font référence. Et c'est ainsi que si vous pouvez voir à Amsterdam ou à Berlin un hôtel particulier qui est fait dans un goût français au XVIIe siècle, là encore, ce n'est pas parce que les artisans se sont rendus à Versailles ou à Paris, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont pu voir des estampes produites à Paris qui leur montraient ce qui était à la mode à cette époque-là. Et bien souvent, ils n'ont même pas pu voir des estampes françaises, mais ils ont vu des copies allemandes reprenant des estampes françaises de cette époque-là, puisque les diffusions se passent énormément par des copies. Enfin, un dernier exemple parmi une multitude d'autres dont je pourrais parler est celui des estampes véritablement populaires et qui pouvaient servir de cadre pour la vie de tous les jours. On a la chance au musée de Chambéry de posséder encore un mur qui a été conservé, qui a été retrouvé dans une maison dont une pièce avait été oubliée et fermée pendant plusieurs siècles. Donc on dispose de ce mur avec la décoration des estampes du début du XVIIIe siècle. Donc on peut s'imaginer, c'est ce que vous voyez en ce moment, ce qu'était le décor d'une personne qui habitait au fond d'une vallée des Alpes à cette époque-là, avec une partie d'estampes parisiennes, une partie d'estampes lyonnaises, une partie d'estampes italiennes, et avec, comme vous le voyez, une importance assez grande des gravures sur bois qui étaient moins chères et qui étaient donc assez propres à être achetées par ce public populaire. Le public populaire achetait aussi un autre type d'estampes très particulier, et souvent très intéressant et très amusant, qui est ce qu'on appelle des almanachs, qui vont se développer au cours du XVIIe siècle, et qui sont un calendrier pour l'année à venir, c'est-à-dire qu'en 1673, en décembre, vous alliez acheter un calendrier pour 1674, comme on achète le calendrier du facteur actuellement, et qui représente un grand fait qui s'est passé au cours de l'année précédente. Alors c'est très intéressant pour les historiens parce qu'on peut savoir
ce qui était considéré comme important à cette époque-là et ce qui pouvait intéresser un grand public, puisque c'était des estampes qu'on affichait à son mur pour un an et qu'on jetait plus tard. Et là encore, ça amène toute la question de qu'est-ce qu'on conserve comme estampe, puisque ces almanachs sont devenus extrêmement rares dans la mesure où ils étaient faits pour être jetés une fois qu'ils avaient été utilisés pendant un an, et donc il est difficile de les étudier. Et un dernier enjeu est celui de la propagande. J'ai dit qu'un certain nombre de pouvoirs avaient conscience de l'importance de l'estampe pour la mise en scène de son propre pouvoir et pour faire passer un certain nombre d'idées. Et donc les estampes de propagande font partie des thèmes important au cours de l'Ancien Régime, avec une véritable guerre que se livrent certains pays au fur et à mesure des relations internationales à cette période. En particulier, sous Louis XIV, la propagande louis XIVienne répond à une propagande de la part des Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels, sachant que les deux pays étaient en guerre, et qui a toute une question du coup de qu'est-ce qui peut être diffusé, de qui a le moyen de diffuser ces images et qui a le moyen de les interdire, et donc finalement qui a la capacité à influer sur la diffusion de ces images. On est bien évidemment à une période où personne ne va penser qu'une liberté totale de diffusion des images est pensable ni souhaitable. Il y a une censure qui existe dans tous les pays de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. La question principale va être de quelle manière cette censure peut avoir lieu à un moment et dans des États qui sont encore peu structurés et où l'encadrement est finalement peu efficace. La censure, étant donné le manque d'encadrement de la société, ne peut avoir lieu qu'a posteriori. Elle est donc foncièrement inefficace, ce qui n'empêche pas certains cas spectaculaires d'avoir lieu, et on a tout au cours de notre période des cas de condamnation qui ont lieu, pour partie des condamnations à la demande du pouvoir royal en lien avec une censure au sens propre, c'est-à-dire une volonté d'empêcher la diffusion de certaines estampes parce qu'elles diffusent des images qui sont considérées comme non souhaitables. Alors, les thèmes les plus fréquemment traités qui vont donner lieu à une censure sont bien évidemment les questions religieuses, et on a dans les cas de lutte entre protestants et catholiques des personnes qui vont passer sur le bûcher pour des raisons multiples, mais l'une d'elles sera la possession d'estampes protestantes à une époque où c'est interdit dans certaines villes allemandes. Et l'autre cas va être pour des raisons de politique, où on a des condamnations à mort jusque dans la France du XVIIe siècle pour des estampes qui ont moqué le pouvoir royal de manière trop évidente. Un exemple étant celui d'une représentation de la place des Victoires, dont Louis XIV est très fier, qu'il vient de mettre en œuvre, et où à la place que ce soit les peuples vaincus par Louis XIV qui sont tenus en chaîne par le roi victorieux, c'est au contraire le roi qui est tenu en chaîne par ses 4 maîtresses. C'est quelque chose qui ne plaît pas, et on a plusieurs condamnations à mort dans ce cadre-là. En revanche, le pouvoir royal peut également protéger les graveurs, et en fait, de la même manière qu'il existe des privilèges pour le livre, pour faire en sorte qu'une création soit protégée, alors pas comme le droit d'auteur qui n'apparaît qu'au XIXe siècle, mais en essayant d'amoindrir le risque d'être copié et en proposant une protection contre la copie, il existe donc un privilège sur les estampes à cette époque-là. Il faut être conscient toutefois que le privilège n'est pas très efficace, d'une part parce qu'il est pour un temps très court, entre 5 et 10 ans dans la plupart des cas, et d'autre part parce que ça ne vaut que pour un pays en particulier, et donc le fait d'avoir un privilège pour la France ne va pas empêcher un graveur d'être copié dans des centres où ça se fait de manière systématique, en particulier aux Pays-Bas, en Allemagne, on grave énormément les estampes françaises au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout
comme à Paris au début du XVIIe siècle, avant qu'on ait une bonne école de gravure, on copiait énormément les estampes néerlandaises et flamandes. Ce phénomène de la copie est vraiment systématique. Il ne faut pas du tout voir ça non plus comme quelque chose qui est une attaque contre le génie créatif, comme le XIXe siècle tendrait à nous le faire penser. Certes, ça peut mettre en cause certains modèles économiques de cette époque et rendre le travail d'un éditeur compliqué, mais en même temps, de très nombreuses œuvres sont connues par ces copies et des phénomènes culturels d'acculturation et de capacité d'une culture à s'imposer dans d'autres pays. Je parlais justement de la culture française, de Versailles et de la France de Louis XIV qui s'est imposée par l'image. C'est justement très largement par ces copies et finalement ces copies ont sur le long terme des conséquences positives et sont en tout cas un phénomène culturel majeur de la diffusion d'une culture à une certaine époque. En fonction donc de ces usages que j'ai à peine effleurés là, de ces estampes, on voit donc qu'en face de cette capacité que va avoir l'Europe à créer des images avec des modèles économiques extrêmement complexes, extrêmement divers. On va avoir un marché qui lui-même est multiforme et que de la petite estampe faite par une personne qui n'est pas un très bon artiste et qu'on va vendre quelques sous à l'estampe de prestige qui va avoir le soutien du pouvoir royal, on a une diversité des marchés qui est extrêmement grande et qui répond à la diversité de ces pratiques. Toutefois, un dernier sujet, un dernier bémol à apporter est sur la question des estampes que l'on possède. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit se fonde très largement sur les collections d'estampes que l'on possède actuellement et qui n'est finalement pas forcément représentatif de la production qui a eu lieu à une certaine époque. Et en particulier quand je parle des estampes de la pratique, de celles qui étaient utilisées au jour le jour, de celles qui étaient jetées après usage, on a une vision qui est forcément déformée de ces estampes-là, qui rend extrêmement difficile tout discours sur ces estampes. Alors bien sûr, un historien va se fonder sur d'autres sources, sur des documents d'archives, sur des livres qui vont parler de la production, des usages à cette époque-là. Mais pour vous donner juste un petit exemple, si on prend un grand collectionneur du XVIe siècle comme le fils de Christophe Colomb, qui s'appelle Fernand Colomb, qui est un des grands collectionneurs d'estampes, il avait une collection de 3000 estampes. On est capable d'en identifier à peine 1000 actuellement. Donc on se rend bien compte qu'il faut forcément être extrêmement prudent dans la manière dont on aborde les choses et qu'il y a encore énormément de nuances à apporter et énormément de recherches à faire sur ce sujet-là. Mais au-delà de ces nuances, j'espère que vous aurez donc compris que la question de l'image est fondamentale dans le développement d'une culture européenne de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle et que finalement, bien avant le développement des nouvelles technologies du XIXe siècle, des procédés photomécaniques, de la photographie, l'image joue un rôle fondamental et que cette image, ce n'est pas uniquement l'image artistique, ce n'est pas uniquement ce qu'on trouve dans les musées, mais que la connaissance de l'estampe est fondamentale pour tout historien ou historien de l'art, ou finalement pour tout amateur, pour comprendre une société telle que celle de l'Ancien Régime en France et en Europe.